Bien, bonjour et bienvenue à tous. C'est vraiment un très grand honneur et un plaisir pour moi d'accueillir ici au Collège de France Madame le professeur Valerie Hansen. C'est, comme vous l'aurez peut-être déjà compris, puisque certains d'entre vous ont peut-être assisté à sa présentation lors du colloque organisé par Franz Grenet et Vincent Eltschinger il y a quelques jours ici même sur l'Inde et l'Asie centrale. Donc vous vous êtes tous rendus compte que nous avons affaire à une très grande dame des études à la fois sur la Chine et sur l'Asie centrale, qui a commencé son parcours déjà d'emblée dans l'excellence, puisque elle a commencé par être formée à l'université de Harvard, pour ensuite obtenir son doctorat PhD à l'université de Pennsylvanie. Tout de suite après, donc, elle a été directement, ce qui est rarissime, recrutée par la prestigieuse université de Yale, où, si je ne me trompe, ça fait 30 ans donc, qu'elle enseigne. Je ne vais pas m'étendre trop longtemps sur son parcours parce que ça me prendrait probablement plus d'une heure. Simplement, je voudrais insister sur, disons, ce qui me rend le parcours de Madame Hanson sympathique, puisque d'abord, c'est quelqu'un qui s'est intéressé à beaucoup de choses en apparence assez différentes les unes des autres, mais ça montre vraiment sa curiosité intellectuelle et sa largeur d'esprit. Elle a commencé par s'intéresser à l'histoire religieuse de l'époque Song, donc en Chine, en s'intéressant à l'histoire locale de la région du Yangtze. Ce qui frappe d'abord dans ce début de parcours, c'est qu'elle s'est tout de suite intéressée au culte des dieux locaux, et elle s'est rendue compte justement que ces dieux étaient très souvent des résidents locaux de la région avant leur mort et avant d'être divinisés. Et ceci a conduit donc à un premier livre qui s'appelle Changing Gods in Medieval China, 1127 to 1279, donc changer de Dieu dans la Chine médiévale au XIIe, XIIIe siècle. Donc nous sommes effectivement à l'époque Song. Et alors à partir de là, elle a commencé justement à regarder plus en détail l'archéologie funéraire. Hein. Et il y a déjà, en fait, dans ces travaux, ces premiers travaux qui datent des années 1990, une attention portée donc à la vie quotidienne des gens et à leurs croyances locales, leurs croyances populaires. Et ceci a conduit donc à un deuxième livre important qui s'intitule Negotiating Daily Life in Traditional China, 600 to 1400. Donc, négocier la vie quotidienne en Chine traditionnelle de l'an 600 à l'an 1400, donc qui est paru en 1995. Et dans le courant de ce travail, elle a été amenée à s'intéresser justement à des données sortant de tombes de Turfan, c'est-à-dire donc dans une oasis disons dans le grand ouest de la Chine. Et c'est ça qui explique son intérêt grandissant pour l'Asie centrale.
Et de fait, à partir justement de ce deuxième livre, elle a commencé à porter son attention de plus en plus vers justement ce Grand Ouest chinois et à vouloir montrer que l'empire, le soi-disant empire du milieu, qui est souvent présenté comme auto-centré et complètement fermé aux influences extérieures, elle a montré au contraire que c'est un open empire, comme elle le dit dans le titre de son troisième grand livre, où là, elle montre que la Chine, au contraire, était tout à fait ouverte aux influences venues d'Asie centrale, notamment du monde indien, et ça, c'est un point qui m'intéresse évidemment au plus haut point, étant donné que j'ai moi-même consacré mon cours de cette année au Collège de France justement à ces influences indiennes en Chine. Et c'est ce qui l'amène maintenant à se lancer. Bon, alors évidemment, il faut mentionner justement ce livre majeur qui est paru en première édition en 2012, qui s'intitule justement de Silk Road, A New History, où là, elle renouvelle totalement le regard justement sur cette fameuse route de la soie, dont il est fait tellement de gorge chaude actuellement en Chine, notamment dans le discours du grand leader Xi Jinping, qui en a fait justement sa grande idée. Je parle de ce grand projet donc de OBOR, c'est-à-dire One Belt, One Road. Et là, on a vraiment une explosion de littérature plus ou moins bien informée justement sur cette fameuse route de la soie qu'il faudrait au moins mettre au pluriel déjà. Je pense que on serait plus proche de la réalité en parlant des routes de la soie, des nombreuses routes de la soie. Et donc Valerie Hansen aborde la question à partir donc d'un point de vue historique et d'un point de vue chinois, pour montrer justement comment se passent les choses véritablement au quotidien et, si j'ose dire, au ras du sol, je ne dis pas au ras des pâquerettes, mais au ras du sol, puisqu'elle exploite beaucoup justement les données archéologiques. Alors ça c'est vraiment quelque chose que j'admire beaucoup, parce que ça c'est quelque chose que je suis incapable de faire. Donc elle s'appuie à la fois sur des sources textuelles, mais aussi donc des objets exhumés des tombes. Ça peut être aussi des sources de type plus ou moins économique, comme en fait des actes de vente, ou bien vraiment des objets du quotidien. On a retrouvé dans les tombes aussi même des raviolis qui, je pense, sont encore mangeables. À peu près un millénaire, pas exactement, mais enfin bon, en tout cas, ça ne peut pas être pire que le surgelé. Et donc, ce qui l'amène maintenant à se lancer justement dans ce vaste projet d'une histoire du monde autour de l'an 1000. Et je pense que c'est de ça qu'elle va nous parler aujourd'hui, en faisant l'effort méritoire de le faire en français. Donc vraiment, on peut saluer cet effort. Et elle va nous parler justement de cette première globalisation qui intéresse aussi beaucoup, bien sûr, les spécialistes d'histoire connectée, dont nous avons un représentant éminent ici au Collège de France, en la personne de Sanjay Subramaniam. Bien. Donc, avant de laisser la parole à Valerie Hansen, donc cette très très grande dame, je suis vraiment très intimidée, et je vais lui remettre de la part du Collège de France donc un petit souvenir. C'est une médaille du Collège de France pour exprimer notre reconnaissance vraiment d'avoir quelqu'un d'aussi éminent parmi nous. Merci.
je vous remercie pour l'introduction très gentille. Et je veux commencer par me présenter. Ce sont mes livres et j'enseigne l'histoire chinoise et mondiale à Yale il y a déjà 30 ans. Et le sujet il y a 2 ans, avec un collègue qui s'appelle Peter Perdue, nous avons ensemble enseigné un cours qui s'appelle China from Past to Present, 2019 to 1000. Et Peter Perdue m'a donné le titre de ce cycle de conférences, c'est-à-dire du présent jusqu'au passé. Et les historiens toujours commencent avec le passé et procèdent au présent. Mais nous voulons commencer avec le présent parce que nos étudiants ne spécialisent pas en histoire et ils s'intéressent à la Chine moderne et ils veulent savoir pourquoi la Chine est telle qu'elle est. Aujourd'hui, je parle au sujet de ma conférence est tirée de mon livre, mon prochain livre qui s'appelle L'an 1000, quand la mondialisation a commencé. Et quand je dis mondialisation avant industrialisation, ce n'est pas comme aujourd'hui, comme IKEA, quand on peut voyager partout et on peut acheter les objets fabriqués dans presque tous les pays du monde. C'est-à-dire que c'est le commencement de mondialisation et c'est-à-dire que les événements dans une région affectent profondément les résidents qui vivent dans une autre région. Et aujourd'hui, je veux parler au sujet des essences aromatiques à l'an 1000 et beaucoup des essences viennent de l'Asie du Sud-Asie, de l'Asie du Sud-Est et les Chinois importaient les essences aromatiques en grande quantité. Et ici, dans mon livre prochain, je discute les régions différentes du monde. Et aujourd'hui, je veux seulement parler au sujet de ces 2 régions. C'est l'Asie du Sud-Est et ici, la Chine. Et par commencement, je veux dire que je veux constater que on peut avoir mondialisation avant ou sans industrialisation, c'est-à-dire que la Chine, les événements en la Chine a affecté la vie quotidienne pour les gens qui vivent en l'Asie du Sud-Est. Et aujourd'hui, je veux parler au sujet des imports, les choses que les Chinois ont importées de l'Asie du Sud et du Sud-Est. Et la semaine prochaine, je veux parler aux objets que les Chinois ont exportés. C'est les céramiques et les fabriques, souvent de la soie. On peut voir cette carte. C'est une carte de l'Asie du Sud-Est et les objets qui étaient exportés à Chine. Et il y a des objets, des produits animaux. Ici, le chat civet, il y a des écailles de tortue, des martins pêcheurs, ivoire, la corne de rhinocéros. Et aussi, on peut voir, il y a beaucoup de produits végétaux, comme les noix de muscade et les
les clous de girofle, le bois de santal, les grains de poivre. Et aujourd'hui, je veux parler beaucoup au sujet d'un bois que peut-être c'est nouveau pour vous. C'est le bois d'aigle. Et ici, c'est une photo de Malaisie où on récolte le bois d'aigle. Et vous pouvez voir beaucoup de gens qui font ce travail, qui font ce travail. Et l'organisation est complexe. Il y a plus que 100 personnes dans chaque équipe et le travail est illégal parce que les producteurs viennent du Vietnam et ils n'ont pas les papiers pour faire ce travail. C'est le bois d'aigle. Ici sont les arbres de bois d'aigle et quand les arbres sont infectés par une moisissure spécifique, une résine est produite. Et cette résine a un parfum profond. Et même le bois autour de la résine a un parfum profond. Et on peut brûler le bois et le bois émet cet parfum, mais on peut aussi mélanger les fragments de bois d'aigle avec les autres parfums pour faire les parfums nouveaux. Et les Chinois ont importé les essences aromatiques même qu'avant sous la dynastie Tang, mais après l'an 1000, ils commencent à les essences aromatiques deviennent disponibles à toutes les classes qui vivent en la Chine. Et les quantités importées ont augmenté continuellement après l'an 1000. Mais bien sûr, on n'a pas de statistiques de cette époque et il faut chercher autre preuve. Et aujourd'hui, je veux parler, suivre ce parcours, on peut voir qu'en Chine, l'usage des essences aromatiques se diversifie. Elles deviennent disponibles aux différentes classes et de plus en plus, les hommes qui vivent à l'intérieur peuvent obtenir les essences aromatiques. Et toujours, la quantité d'import augmente. Alors, au commencement de la dynastie Song, le gouvernement a établi les directeurs en charge de commerce commencent en Guangzhou, en Canton, et après à Hangzhou et Shaoxing et à Quanzhou. Et les directeurs percevaient les impôts sur le commerce maritime. Et beaucoup de la commerce maritime est dans les essences aromatiques. L'usage le plus commun est de brûler l'encens. On peut voir ici deux femmes et ici brûlent l'encens et on ne voit pas les fumes d'encens. Ici, c'est une peinture de récit japonais, le dit de Genji, et ici c'est le prince Genji et son ami. Et ici, deux pots
avec l'encens. Et pour l'anniversaire de sa fille, le prince Genji a un concours pour faire le parfum le plus beau, le plus puissant. Et il avait fait lui-même un parfum avec bois d'aigle et les clous de girofle. Et ça nous montrait que les Japonais importaient aussi les essences aromatiques de la Chine. C'est-à-dire l'origine est l'Asie du Sud-Est, mais et ils voyagent à la Chine et après au Japon. Il y a d'autres usages comme aromatiser les vêtements et on voit ici le brûle encens et on allumait le brûle encens et la vapeur permet les vêtements. Il y a un récit d'un magistrat local qui, chaque jour, avant d'aller à son bureau, il allumait 2 brûles parfums et plaçait ses vêtements officiels sur eux. Et quand il se lève, il tenait les manches et quand il arrive à son bureau, il ouvrait ses bras et le parfum intense remplissait son bureau. Ici, une peinture, l'année dernière, c'était au musée Chernuchy. Je n'ai pas vu l'exposition, mais c'est au sujet de parfum en Chine. Et ici, on voit une femme et elle place aussi les manches sur un appareil et ici, le brûle encens. Ça, le prix Genji, le prince Genji, c'est bien sûr un membre de la famille impériale au Japon. Mais on peut voir que les gens ordinaires aussi peuvent acheter les essences aromatiques. Ici, c'est le rouleau peint Qingming. Et les Chinois disent que c'est la Mona Lisa de la Chine. C'est un rouleau très long, c'est plus que 5 mètres long, et on peut voir la vie quotidienne dans une vie sous la dynastie Song. Un détail, ici on voit un hôtel, un grand hôtel, et il y a des magasins ici qui vendent des choses différentes. Ici, c'est un magasin de vin. C'est le vin, le gouvernement contrôle les ventes de vin. Et ici, un autre détail, on peut voir le mot xiang, c'est-à-dire l'essence aromatique en chinoise. Et à ce magasin, on peut acheter les essences aromatiques. Même dans le rouleau peint Qingming, il y a un autre magasin ici. Et la pancarte dit, vous pouvez le lire, mais nous voyons que les hommes ordinaires peuvent acheter les meubles qui sont faits de bois importés, comme bois d'aigle, bois de santal, de camphrier. Alors, à ce moment, les hommes ordinaires peuvent acheter les meubles faits d'essences aromatiques, mais nous savons que les hommes riches continuent à
employés à acheter beaucoup les essences aromatiques en grande quantité. Et il y a un homme qui fait 3 pièces qui sont construites de bois importé, de bois d'aigle. Et nous avons aussi les sources qui décrivent l'usage extravagant par les empereurs. Et l'empereur Huizong a brûlé les bougies, beaucoup de bougies qui contenaient les morceaux de bois d'aigle, de camphrier, d'ambergris. Et le prix d'ambergris, c'est le même prix que d'or. Alors, jusqu'à maintenant, je parle au sujet de la dynastie Song du Nord. Ça a commencé à 960, mais en 1126, il y a les Jurchen qui viennent d'ici ont envahi le nord, et ils ont pris le nord et repoussé le Song jusqu'au sud. Et cette carte est plus claire. On peut voir ici, c'est le Song du sud. Et le nouveau capital est ici. Ça s'appelle Hangzhou. Et à cause de la guerre, de l'invasion, il y avait une crise économique. Et le nouvel empereur, qui s'appelle Gaozong, a besoin d'argent. Et a discuté, il comprend l'importance des impôts sur le commerce maritime. Et il a expliqué pourquoi il veut employer les impôts commerciaux. Il emploie ici les chaînes de pièces. À ce temps, les Chinois ont employé les coins comme ça. C'est avec ici un trou carré, et c'est plus convenable de les placer dans une chaîne. Et ici, nous avons les chaînes de pièces corrodées qui étaient excavées à Corée, à un site qui s'appelle Shinan. Alors, l'empereur Gaozong aime aussi l'encens, et il a donné les petits carrés d'encens à ses courtiers. Et ici, il y a un petit trou, c'est difficile à voir, pour accrocher les carrés sur les ceintures de courtiers. Et nous savons les ingrédients de cet encens: bois d'aigle, bien sûr, de fleurs, de musc et de camphre de Bornéo. Et après 900 ans, il a perdu son parfum, malheureusement. Alors, l'empereur Gaozong a employé beaucoup des essences aromatiques, mais nous pouvons voir que le public général emploie aussi, en consommer les essences aromatiques. Les boissons à la mode, il y a des choses comme l'eau parfumée de bois d'aigle, ou l'eau parfumée à la racine de lotus, et aussi des snacks tels que la canne à sucre parfumée au musc. Et c'est-à-dire que les hommes ordinaires peuvent au marché acheter un petit morceau de
de canne à sucre pour manger un peu des essences aromatiques. Mais peut-être l'usage le plus commun était comme médicament, et nous avons beaucoup d'ordonnances qui survivent jusqu'à aujourd'hui, et on peut voir que les ingrédients dans les ordonnances augmentent et commencent seulement avant l'an 1000 avec ginseng, mais après on a ajouté la corne de la rhinocéros, les clous de girofle, le poivre, la myrrhe, le borax. Et au IIIe siècle, on peut faire l'analyse de 300 ordonnances et voir que beaucoup de ces ordonnances emploient les essences aromatiques qui sont importées de l'Asie du Sud-Est. On a aussi, on peut voir on a les récits au sujet des marchés, et il y avait un marché sur la côte à Shaoxing où on peut acheter perles. C'est à l'an 1200. On peut acheter perles et la corne de rhinocéros, et même à l'intérieur, on peut acheter encens, le bois d'aigle, le bois de santal. Ce n'est pas le même qu'à IKEA. C'est pas presque chaque jour qu'on peut acheter les essences aromatiques, mais c'est seulement au commencement du printemps, au commencement du nouvel an, quand il y avait des marchés grands, mais tout de même, on peut les acheter au intérieur de la Chine. L'impact du commerce des essences aromatiques est réel sur les résidents de l'Asie du Sud-Est. Quand nous pensons à la vie dans la forêt, peut-être nous imaginons la vie libre où on peut décider chaque jour à quoi faire. Mais pour les producteurs qui récoltent les essences aromatiques pour le marché chinois, il faut travailler toute la journée et faire le travail répétitif, même comme une usine aujourd'hui. Et nous avons un récit au sujet le temps est peu après la dynastie Song, c'est sous les Ming, la dynastie Ming, mais c'est à Vietnam où la dynastie Ming a établi un champ de travail, et les Vietnamiens ont récolté tous les produits de la forêt. Vous pouvez lire la liste. Un type de perroquet accroché à l'envers sur une branche d'arbre. C'est difficile de savoir quel type d'oiseau, mais Roderick Patak, un professeur à l'Allemagne, a fait les recherches, et il pense que c'est possible que c'est un perroquet comme ça, qui en chinois on dit dao gua niao, c'est-à-dire un oiseau qui accroché à l'envers accroché à l'envers. Les Chinois ont besoin des plumes des oiseaux comme dao gua niao ou les martins pêcheurs. Ils les emploient pour faire les vêtements et aussi pour faire les chapeaux.
Alors, pour conclure, j'ai parlé au sujet de commerce des essences aromatiques à cette époque parce que nous pouvons voir à quel point la Chine était déjà mondialisée. Et les contacts internationaux affectaient profondément la vie à la fois des producteurs et des consommateurs chinois, autant dans les villes portuaires que dans les régions intérieures. Il ne s'agit pas d'une première étape de la mondialisation, mais de la mondialisation pure et simple. Et je veux constater que la mondialisation n'est pas synonyme de l'industrialisation. En fait, il y avait de la mondialisation 8 siècles avant la révolution industrielle. Les Chinois, aujourd'hui, ne savent peut-être pas précisément quand leur économie était la plus développée dans le monde. Mais ils savent que la Chine était une superpuissance économique mondiale et ils veulent devenir une superpuissance. Et je voulais signaler que ce sera le sujet de ma prochaine conférence. Je vais parler du boom économique de la Chine et ses racines économiques la semaine prochaine. Merci beaucoup. Bien, merci à Valerie Hansen pour cette magnifique présentation et pour l'effort qu'elle a fait de s'adresser à nous en français. C'est là aussi quelque chose d'assez rare. Hein. Nous avons des collègues venus d'outre-Atlantique, américains, qui évidemment représentent une force, comment dire, aussi bien économique qu'intellectuelle, que nous trouvons quelquefois un peu écrasante, mais on a des collègues, enfin bon, qui font l'effort justement de parler notre langue. Et j'en profite pour signaler dans une semaine, justement, tout de suite après la deuxième conférence de Madame Hansen, donc la conférence d'un autre collègue américain, mais qui s'exprimera en français. Il est parfaitement francophone. Il vient de l'Université de Chicago. Il nous parlera des littératures transfrontalières en Asie à 16h jeudi prochain. On voit ici qu'il y a effectivement un courant, je pense, parmi les historiens, de prendre conscience justement de ces histoires connectées. On a jusqu'à maintenant beaucoup raisonné en termes d'histoire nationale. Et maintenant, il s'agit de voir qu'en réalité, même la Chine, dont je disais tout à l'heure effectivement qu'elle est toujours présentée comme un espace fermé qui s'est développé derrière sa grande muraille, sans contact avec l'extérieur. Là, c'est une image qui vole en éclats tout à fait. Aussi bien sur le plan donc de l'histoire économique, mais aussi justement de l'histoire littéraire. À tout point de vue, en fait, la Chine est loin d'être cette espèce d'entité fermée et autosuffisante. Alors, je pense que c'est quelque chose de tout à fait salutaire à rappeler maintenant, où le discours officiel chinois est au contraire très, on pourrait dire nationaliste dans le pire sens du terme. Et je crois que c'est pour nous important d'écouter la parole des historiens pour nous rappeler, nous rafraîchir la mémoire donc sur un passé qui finalement n'est pas si lointain que ça.
Madame Hansen a dit son désir de laisser un temps justement pour les questions. Je pense qu'elles sont assez nombreuses. Nous avons encore un petit peu de temps justement pour les questions venant de l'auditoire. Mais pour lancer la discussion, je demanderais justement, en fait, nous avons ici eu un exposé tout à fait magistral sur, au fond, la façon dont la Chine, dès l'an 1000, en gros, pendant que l'Europe construisait ses cathédrales, Notre-Dame de Paris, enfin, la Chine apparaissait déjà régionalement comme un marché. Mais est-ce qu'on peut dater justement l'émergence de ce marché chinois? Ça commence oui. plus tôt. C'est Oui. plus tôt. Oui, c'est, on peut dire peut-être à l'an 500, on a déjà les preuves de commerce avec l'Asie du Sud-Est. Mais c'était un commerce, on peut dire, petite. C'est vraiment pour la famille impériale et l'aristocratie. Les élites, enfin, oui, c'est ça. Et après, ça devient de plus en plus grand. Oui, c'est ça, oui. Oui. Et vous parliez de l'empereur Gaozong, donc qui s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose à tirer pour remplir les caisses de l'État justement du commerce maritime. Alors moi, évidemment, j'ai commencé à m'intéresser à une période antérieure, c'est-à-dire enfin les Han. Et là, on a ce fameux débat qui s'est tenu à la cour impériale, enfin, concernant le monopole d'État sur le sel et le fer, le Yantielun. Où là, en fait, bon, la vision, disons, impériale était limitée à un espace plutôt continental. Et à quel moment est-ce que, justement, on s'est aperçu justement de la rentabilité de ce commerce maritime? Enfin, à quel moment est-ce qu'on voit l'attention se porter justement plutôt sur le commerce maritime? Je pense que c'est après l'an 1000. Oui, c'est ça, voilà. Oui. Et l'empereur Gaozong, c'est extraordinaire d'avoir un empereur qui comprend l'importance des impôts sur le commerce maritime. Oui, tout à fait. Et tout le monde cite ce qu'il avait dit, parce que il est peut-être le seul empereur qui a fait un récit comme cette ça. Vision, oui, c'est ça, oui. Bien. Bien, donc des questions, oui, monsieur?